Alors du coup, on va attaquer le fluide au repos. Donc si vous allez sur le PDF, ça sera à la page 71 du PDF. Donc déjà, je vais vous demander qu'est-ce que c'est un fluide pour vous. Description d'un fluide au repos. Oui. Alors, pardon, c'est tombé en même temps, j'ai pas entendu. Ok. Il y en a d'autres qui ont une définition du fluide ou des exemples de fluide d'ailleurs. Pardon? Non mais j'ai pas entendu en fait. Le gaz, oui. Les gaz sont des fluides aussi. Donc en fait, les fluides, ce sont les gaz et les liquides. Le plasma, c'est aussi un fluide, mais ça, on n'en parlera pas. Et du coup, là, ce chapitre, ça va être d'essayer de décrire donc que ça soit les gaz ou les liquides quand ils sont au repos, donc pas en mouvement, parce que dès qu'ils sont en mouvement, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Oui. Alors moi, c'est à l'intérieur du chapitre, je sais pas. En fait, c'est ça fait partie du chapitre 4, c'est la partie après les forces et interactions. Après, honnêtement, pour la numérotation, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai pas de. Si vous regardez dans mon cours, c'est grand 4, petit 2. Voilà. Du coup, c'est le fluide, c'est le gaz ou un liquide. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme grandeur qui permettent de décrire les gaz ou les liquides? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que c'est les grandeurs qui permettent de décrire un gaz ou un liquide? Oui. Alors les litres, ça c'est une unité, mais ça mesure quelle grandeur? Non, mais vas-y, tu y es. Qu'est-ce qu'on mesure en litres? Pardon? Alors c'est pas une quantité, oui, c'est le volume. Les litres, ça sert à mesurer le volume. Donc la grandeur, c'est volume. Donc on a le volume déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. La quantité de matière. Alors là, on va pas s'intéresser à la quantité de matière. Ça va pas faire partie des grandeurs qu'on utilise là. Là, on est vraiment dans une partie physique. La quantité de matière, ça va plutôt être en chiffres. Oui. La température. La température. En fait, là, on parle des différentes grandeurs qui permettent de caractériser un fluide. Donc ça, c'est grandeur. Donc là, je prends des notes. Dans le cours, c'est plus détaillé. Hein. Alors, on a le volume, la température. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein? Alors ça, c'est les grandeurs caractéristiques des fluides. Oui? Tu avais autre chose? Ah. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres idées? Oui? Par exemple, la pression. La pression, oui, en effet. Hein. Donc la pression, c'est aussi une grandeur vachement importante. Hein. Dans un fluide, vous savez tous que plus vous allez profondément dans l'eau, plus la pression va être importante. Donc c'est une règle générale pour tous les fluides. En fait, plus vous vous rapprochez, on va dire, de la terre ou du corps sur lequel est le fluide, plus la pression va être grande. Quand vous montez en altitude à la montagne, la pression atmosphérique est plus faible. On en a encore une, peut-être? Oui. La densité ou la masse volumique. Alors donc voilà, c'est essentiellement les 4 grandeurs caractéristiques. Alors si je lance... Alors là, ce qui est... On va quitter. Ça je quitte. Ça, je laisse. Ok, alors donc là on va voir rapidement le cours. Alors ça je vais fermer ça, c'est pas grave.
Discord. Alors, donc du coup, la masse volumique, je suppose que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, de l'an dernier. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent pas de ce qu'est la masse volumique? Est-ce que vous rappelez, est-ce qu'il y en a qui se rappellent pas de ce qu'est la masse volumique, ce qu'elle représente? Ouais, je vais le reprendre. Alors là, pourquoi ça s'est fermé? Alors, la masse volumique, on l'a définie, alors déjà, on la représente par la lettre ρ. C'est une lettre grecque. Et on la calcule en faisant masse divisée par volume. Donc, c'est la masse volumique, c'est caractéristique d'un fluide. Chaque fluide a sa masse volumique. Alors, je vais voir si j'arrive à lancer Discord. Bah, il y a forcément. Il y aura toujours des formules. Alors, vidéo du coup. Hop. Voilà. Alors, donc du coup, la masse volumique, on la définit par masse sur volume. Donc, vous prenez un certain volume de liquide, vous le pesez, vous pouvez déterminer sa masse volumique. La masse volumique, elle est constante, quelle que soit la masse ou le volume de fluide que vous avez, tant que vous gardez le même volume. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la masse volumique de l'eau? C'est 1 kg par litre. Ou alors, c'est aussi 1000 kg par mètre cube. Ça dépend des unités que vous utilisez pour avoir la masse et le volume. Une masse volumique, traditionnellement en physique, ça se mesure en kg par mètre cube. Maintenant, si vous décidez de me calculer des masses volumiques en milligrammes par litre, en milligrammes par centimètre cube, tant que c'est une unité de masse divisée par une unité de volume, ça sera une masse volumique et ça sera juste. À condition que vous fassiez les bonnes conversions. Donc la masse volumique, ça va caractériser la masse que va avoir un certain volume, du fluide considéré. Et en fait, elle est directement reliée à la densité en fait des atomes ou des molécules qui composent le fluide. C'est-à-dire que plus les atomes ou les molécules ils vont être proches les uns des autres dans le fluide, plus la masse volumique va être importante. Donc après, ça va aussi dépendre du type d'atome que vous avez. Donc plus les atomes sont lourds, plus ils vont avoir tendance à faire un fluide lourd, avec une masse volumique élevée. Donc il y a pas mal de choses. Du coup, là, j'ai mis que c'était la densité ou la masse volumique. Est-ce que quelqu'un sait comment on relie la masse volumique à la densité? Oui. Il me semble que la liquide, c'est la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. C'est ça. Alors, si on a un fluide que j'appelle I, quel qu'il soit, la densité de ce liquide I, c'est la masse volumique du fluide I, pardon, pas forcément du liquide, divisé par la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de l'eau, évidemment, il faut qu'elle soit dans la même unité que celle que vous allez calculer ici. Entre ça et ça, bah, c'est divisé par la masse volumique de l'eau. En fait, c'est une normalisation, c'est-à-dire que, par exemple, la densité de l'eau, c'est égal à c'est égal à ρ de eau divisé par ρ de eau, du coup. Ce qui est 1000 sur 1000. Et donc, c'est égal à 1. La densité de l'eau, c'est 1. Maintenant, si je prends la densité du verre, par exemple, la masse volumique du verre, c'est égal à 2600 kg par mètre cube. Ça, c'est la masse volumique du verre. Mais du coup, la densité du verre, c'est égal à 2600 divisé par la masse volumique de l'eau qui est 1000. Et donc là, c'est égal à 2,6. C'est juste que ça nous fait en général des chiffres plus petits. Et en général, il y a la plupart des masses volumiques que vous allez voir, ça va être de l'ordre de 1000, 2000, entre 1000 et 2000, on va dire.
Et du coup, plutôt qu'avoir du 1500, du 2000, bah, vous allez avoir du 1, du 2, etc. Ça va juste te dire que, par exemple, 1 litre de verre, c'est 2,6 fois plus lourd que 1 litre d'eau. Et donc, 1 litre de verre, c'est 2,6 kg. Voilà. Bon, ça, la densité, c'est pas la notion la plus importante du chapitre, hein. C'est bien de l'avoir en tête, savoir comment on relie par rapport à l'eau, mais c'est pas super important. Ok. Bon, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est comment on calcule la masse volumique ici, hein. C'est vous prenez un certain volume, vous le pesez et vous faites la division. Donc ensuite, on va passer à la pression. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent déjà de la pression, comment, qu'est-ce que c'est? Alors, de quoi? Ah pardon, il y a la température d'abord, j'avais oublié. Oui, il y a la température, là, j'ai sauté. Bon, la température, ça vous connaissez tous. Vous avez tous l'habitude des thermomètres. Sauf que là, la température, on va pas l'utiliser en degrés Celsius. On va l'utiliser en Fahrenheit. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ou qui savent ce qu'est le Fahrenheit? Oui? Non, pardon. C'est les Kelvin, pas les Fahrenheit, qu'on va utiliser. Je suis désolé. C'est la rentrée. Non, on va utiliser les Kelvin. On va utiliser les Kelvin. Donc les Kelvin, c'est une échelle de température qui a le 0 à moins 273,15 degrés. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Qu'est-ce que c'est le zéro absolu? Oui? C'est le point où c'est la température à laquelle les molécules ne bougent pas. Voilà. C'est la température à laquelle les molécules, les atomes, etc. arrêtent de bouger. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la température d'un corps, la chaleur, en fait, ça vient du fait que les atomes ou les molécules qui composent la matière ou la matière en général, ils vibrent autour d'une certaine position d'équilibre. Donc, plus ils vont vibrer fort, plus la température va être élevée. Et donc, au zéro absolu, bah, c'est le moment où il y a plus ces vibrations. Et on appelle ça le zéro absolu parce que on ne peut pas moins bouger qu'être immobile, en fait. C'est la température à laquelle tout s'arrête. Et donc, c'est le zéro des Kelvin. Maintenant, 1 degré Kelvin, c'est équivalent à 1 degré Celsius. Voilà, il n'y a pas de conversion difficile, c'est juste une soustraction. C'est-à-dire que pour passer d'une température en degrés Celsius à une température en degrés Kelvin, en général, on met pas de degrés, mais bon, ça sera plus clair là. Donc, comment je passe des Celsius au Kelvin, du coup, vu que le 0 de Kelvin est à 273, moins 273,15. Ça va être une soustraction ou une addition, ça dépend du sens dans lequel on va transformer. Donc, si par exemple, je suis à 0 degré Celsius, c'est combien de degrés Kelvin? Alors, c'est plus 273. Parce que le 0 de la base, ça correspond à moins 273 ans. Bon, je vais laisser juste 273,15, c'est pas important. En fait, on peut pas avoir de Kelvin négatif. Les Kelvin sont toujours positifs. Oui, mais c'est pour ça arrive souvent qu'on inverse, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà. Si vous avez une température en Kelvin et que vous la transformez en Celsius, il faut faire la température en Kelvin plus 273,15 degrés. Enfin, plus 273,15. À l'inverse, si vous voulez calculer en Kelvin, il faut faire moins. Si vous avez des si vous avez des Celsius que vous devez transformer en Kelvin, là vous enlevez. Et ça va nous faire Ben, en fait, c'est qu'ensuite, dans les formules qui impliquent la température, ça sera les Kelvin qu'il faudra utiliser. Alors, en l'occurrence, là, dans ce chapitre, ça a été un petit peu simplifié par rapport à ce qui se faisait avant. Et du coup, la température, vous l'utiliserez pas trop. Mais il faut bien savoir que ça reste une des grandeurs fondamentales en mécanique des fluides. Donc ensuite, en troisième point, on a la pression. Donc la pression, ça, au niveau
au niveau microscopique, c'est des molécules qui vont taper sur les parois. Donc, quand vous avez un gaz ou un liquide, vous avez vu que les molécules ou les atomes, si c'est composé seulement d'atomes, peuvent se promener un peu comme ils veulent. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand les atomes vont taper sur la paroi du contenant, ça va créer de la pression. Et plus va y avoir de chocs par seconde, on va dire, plus la pression va être importante. Donc, plus vous avez de molécules, plus vous avez de chances que y ait des chocs sur la paroi, et donc plus la pression va être importante dans le fluide. Ça, c'est comme si vous tapiez sur un mur. Si vous êtes tout seul à taper, ça fait pas beaucoup de force. Maintenant, s'il y a de plus en plus de monde qui tape, il peut arriver un moment où le mur peut lâcher. Donc la pression, ça se mesure en pascal dans le système international. Donc Pascal, vous connaissez? Non? Le philosophe français du 17e, voilà. Donc ça va être mesuré en pascal. Alors après, on verra dans les exercices qu'on utilise d'autres unités plus pratiques comme le bar, l'atmosphère, enfin il y a plein d'unités de pression, mais celle du système international que vous devez utiliser dans les exercices, dans les calculs en général, ça va être le pascal. Oui. Ah, oui, c'est ça. Donc si les molécules elles exercent une force suffisante, ça peut déformer la paroi. Quand vous gonflez un ballon, c'est ce qui se passe. Vous déformez la paroi parce que vous rajoutez des molécules d'air dans le ballon et du coup on augmente la pression. Et vu que là le ballon est élastique, il peut gonfler et se déformer. Par contre, si vous avez une cocotte minute, vous fermez, et si vous avez une cocotte minute suffisamment performante, que vous fermez toutes les valves, etc., que vous bloquez la valve de sécurité, vous savez très bien que ça va pas se déformer, mais qu'au bout d'un moment, ça peut même exploser à cause de la pression. Ok, donc là on va passer aux différentes formules. Alors, là, vous allez être content pour la première parce que c'est une formule que vous n'avez pas à connaître par cœur. Alors, donc celle-là, même si c'est la loi fondamentale, c'est une loi que vous n'avez pas à connaître. Ça sera une loi qui sera toujours donnée. La seule chose qu'il faut que vous sachiez faire avec, du coup, c'est l'utiliser. Alors, du coup, cette formule, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se place dans un système. Alors, est-ce que j'ai le schéma en dessous? Oui. Alors, ce que vous savez tous, c'est que est-ce que vous êtes tous déjà allés à la mer? Voilà. Non? Peut-être, hein, c'est pas impossible. Alors, du coup, quand vous êtes allé à la mer, vous avez peut-être remarqué que quand vous plongez, quand vous descendez au fond de la mer, enfin en profondeur, vous avez les tympans qui font mal éventuellement. Enfin, en tout cas, vous sentez la pression qui augmente. Plus vous allez en profondeur, plus la pression augmente. Pardon? Alors en avion, c'est un petit peu différent parce que eux, c'est pas qu'ils ils augmentent artificiellement la pression, mais c'est eux qui ajustent la pression. Dans la mer, c'est constant. Ouais, quand on monte en montagne, du coup, c'est l'inverse. C'est la pression qui diminue. Oui, non, mais c'est ça, c'est la hauteur, la différence de hauteur va générer une différence de pression. Alors du coup, juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui savent comment augmente la pression dans l'eau par rapport à la pression atmosphérique? Oui, mais il y a une règle assez simple, on va dire. Une règle assez simple qui relie la pression atmosphérique à la pression sous l'eau. Est-ce qu'il y a personne qui sait? Alors c'est pas symétrique, non, parce que l'eau est plus dense que l'air. En fait, c'est tous les 10 mètres où vous plongez, vous gagnez une atmosphère de pression. Donc 10 mètres d'eau en pression, c'est équivalent à l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est plusieurs centaines de kilomètres d'air. Même plusieurs milliers. Voilà. Bon, ça, de toute façon, c'est juste à savoir.
c'est pas à savoir, ça fait partie des. Alors c'est plus à la remontée ça, pour d'autres raisons. En fait, tu peux descendre rapidement en plongée. Par contre, c'est à la remontée où il faut faire palier par palier parce que sinon tu vas avoir des bulles de gaz qui peuvent se créer dans ton sang et créer ça. Et du coup, ça peut faire une embolie pulmonaire et causer le décès. Alors du coup là ce qu'il faut voir c'est qu'on se place, donc là ça va être un chapitre où vous allez devoir faire pas mal de schémas, donc il va falloir vraiment apprendre à prendre le temps de faire un schéma avant de vous lancer dans un exercice. Alors du coup je vais reprendre le schéma qu'il y a là pour un peu l'expliciter. Alors là du coup je me place sur un axe vertical, hein, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est la profondeur verticale à laquelle on se met. Donc là, on est dans un fluide, donc ça peut être l'eau, on va dire on est dans l'eau. Ici, on a le zéro. Donc ce zéro, c'est le zéro niveau de la mer, on va dire, donc on a la pression atmosphérique normale. Ici, on va dire, à une cote. Alors quand je dis côte, c'est plutôt côte, on va dire, si je prononçais bien. C'est côte sans accent. Hein. C'est une côte verticale. Donc on va dire que là on est à une côte. Donc sur le schéma j'ai mis Z1. Très bien. Donc là on est à une côte Z1. Et là on a une côte Z2. Donc là on va se placer, on est à un point M1, ici un point M2. Voilà. Donc là dedans on est dans un fluide. On va imaginer que c'est du liquide. Et on va essayer de voir la différence de pression, la différence de pression entre les deux points. Alors la différence de pression, elle est donnée par cette loi. P2 moins P1 est égal à ρ fois G fois Z1 moins Z2. La loi n'est pas à connaître. Par contre, il faudra bien la maîtriser pour. Il faudra bien la maîtriser pour l'utiliser en fait. Alors, donc P2 à votre avis, qu'est-ce que c'est? Voilà. P2, c'est égal à pression en Z2. Donc P1 évidemment, hein, c'est pression en Z1. De quoi? Bah là, si tu veux, hein, moi j'oblige à rien. Si t'as pas besoin de noter, tant mieux. Là vraiment, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est ce genre de schéma en fait. C'est quoi le nom de... Je sais plus. C'est description d'un fluide au repos. Description d'un fluide au repos. Des. Oui, il y en aura. Alors, ρ ici, ça va être la masse volumique du fluide dans lequel on se trouve. Donc là, en l'occurrence, si on est dans l'eau, c'est 1000. G, c'est la constante de, enfin c'est pas la constante, c'est l'accélération de pesanteur sur Terre, donc c'est 9,81. Et Z1 et Z2, c'est juste les différentes les deux hauteurs ici. Du coup, ce qu'on voit là, c'est que la différence de pression est linéaire avec la différence de hauteur. Parce que ρ et G, en fait, c'est des constantes. Hein. Où que vous soyez dans le fluide ici, ρ et G ne changent pas. C'est l'accélération de pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde carré. C'est celle que vous utilisez dans P égale mg. Donc là, voilà, ce qui est vraiment important de voir dans cette formule, c'est que la différence de pression est égale est proportionnelle plutôt à la différence de hauteur. Directement. Ben, la différence de pression entre le point 2 ici profond et le point 1 ici, donc la différence qu'il y a en pression,
elle est directement proportionnelle à la différence de hauteur ici. Voilà. Ça c'est ρ, oui, c'est la masse volumique du fluide. Alors donc ce genre de formule, vous l'aurez, ça vous l'aurez du coup, quel que soit, que ça soit si jamais vous avez, si vous avez le bac, si vous avez un contrôle, etc. Cette formule sera donnée. Donc tout ce qu'on peut vous demander ici, c'est de calculer les différents termes. Donc ce qu'on peut vous demander de calculer, c'est ça, ça, ça ou ça. Ça et ça en général, ça sera des données. Ouais, je pourrais trouver un problème où je vous fais calculer la masse volumique du fluide, mais c'est pas super intéressant. Oui. M. C'est juste le point M. Ça veut rien dire. Non, c'est nommé là où on se trouve. Donc là, tout ce que vous devez savoir faire, c'est savoir isoler chacun de ces 4 termes. Bon, si je remplace par des chiffres, si je te mets 3 moins 2 est égal à 1000 fois 9,81 fois Z1, je sais pas, je vais dire 10. Alors moins 10, je vais mettre plutôt moins X. Voilà. En gros, là, le but, c'est juste, ça va être ça, dans vos exercices, c'est de trouver X. Vous remplacez par tous les chiffres et vous devez trouver X. Ça, Stella, ça c'est... c'est juste ça. Hein. La formule, elle paraît compliquée là parce qu'il n'y a que des termes. Mais en fait, tu vas te retrouver un exercice, tu vas devoir remplacer par les différents chiffres. Et il te reste un truc à trouver dedans. Voilà. Là, plutôt, je dirais, il faut développer. Tu développes la parenthèse. Voilà. Après, du coup, X, ça peut être P2, P1, Z1 ou Z2, mais... Oui, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle absolue. Hein. Le but, c'est de trouver X. Alors, on verra après que dans les exercices qui peut être plus subtil, ça va justement être de trouver les différentes valeurs qui sont dans le problème, on va dire. Parce qu'il y a moyen de vous faire des exercices où c'est pas dit clairement P2 égale truc, P1 égale truc. Des fois, il va falloir réfléchir un petit peu. Bon, ça c'est du détail, on le verra plus en exercice. Oui. Je reprends, je sais plus ce que j'avais mis, 3 moins 2 est égal à 1000 fois 9,81 fois, je sais plus, j'avais mis moins 10 moins X. Là, par exemple, comme on l'a dit, comme ça a été dit, je peux faire ça. Ensuite, ça fait 9810, facteur de moins 10 moins X. Donc là, ça fait 1 moins 1 est égal à 9000 moins 9008, donc je rajoute un 0, moins 9810 fois X. Et donc là, après, je vais faire passer ça de l'autre côté. Donc ça fait 9101, parce que là j'ai additionné de ce côté du coup, est égal à moins 9810 X. Et donc là il suffit de faire X est égal à 9101 divisé par 9810. Bon, et donc ça c'est j'ai pas fait, donc oui, bon. La différence, elle est pas énorme. Et du coup, ça fait 10 à peu près. Moins 10. Mais bon, là, du coup, j'ai pas choisi des très bons chiffres parce que, vu que c'est censé être en Pascal, j'ai mis des chiffres un peu petits, du coup, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, normalement, ça doit plutôt être de l'ordre de 10 puissance 5
De quoi? Mais ça, c'est pas important, c'est juste... Ça, c'est vraiment... ça, c'est juste trouver X. Les valeurs, je les ai mises au hasard et en plus, elles sont pas terribles, donc... c'est pas... Ça, c'est pas important. Vous allez le faire en exercice, vous en faites pas. Hein. Ok, donc ça, c'est la loi fondamentale que vous aurez, donc vous en faites pas, vous allez faire quelques exercices là-dessus. Là, on va s'intéresser du coup maintenant à la suite, qui est le comportement macroscopique d'un fluide. Donc là, ça va être des formules que vous devez connaître. Bon, vous allez voir, elles sont pas très compliquées les formules. Vous allez les faire en PP, donc ça va, on va prendre notre temps, il n'y a pas de souci. Alors la première, c'est la force pressante. Alors, vu que on a dit que les molécules, enfin la pression peut générer une déformation, quand vous gonflez un ballon par exemple, elle peut générer un mouvement donc. Et du coup, si elle génère un mouvement, ça veut dire qu'il y a une force. Et la force générée par la pression, c'est tout simplement la pression fois la surface en contact avec le fluide. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc là, pareil, donc dans ce cas-là, il faut faire très attention aux unités. C'est-à-dire que la pression doit être en pascal. Comme précédemment d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais après, les conversions, on les verra, ça sera dans les exercices. C'est pas, dans le programme, c'est pas dit que vous devez savoir comment on convertit des barres en pascal, etc. Donc ça sera des données. Voilà. Faudra juste penser à le faire en fait. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors là j'ai mis un petit, si je descends, j'ai mis une petite image. Alors en fait quand vous gonflez un ballon, vous rajoutez de l'air dedans qui fait une force pressante vers l'extérieur du ballon. Mais par contre faut pas oublier qu'il y a toujours l'atmosphère qui exerce elle une pression vers l'intérieur du ballon. L'air ambiant exerce une pression. On la sent pas, hein, on est habitué, etc. Mais il y a toujours une pression opposée. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ballon se vide. Hein. Si vous arrêtez de le gonfler et que vous le laissez ouvert, le ballon se vide à cause de la pression atmosphérique. Parce qu'il y a un trou. Mais du coup, si la pression à l'intérieur du ballon et à l'extérieur sont égales, le ballon il n'a pas spécialement de raison de se vider. Alors bon, il y a aussi la force élastique du ballon, mais la force, la pression atmosphérique va compenser aussi. Des fois, ça déconne quand même. Voilà, parce que le ballon est pas non plus 100% étanche. Oui. La force qu'exerce un fluide sur une paroi. Ouais, c'est la paroi. Alors après, le plus simple, c'est de le voir dans une seringue. Par exemple, là, vous avez ici la surface. Donc là, vous avez la seringue comme ça. Alors, je vais juste l'afficher aussi. Tac. Alors, donc, si j'ai une seringue comme ça, donc là, j'ai le piston de la seringue qui a une certaine surface S. Donc ça, c'est une surface S. Là, à l'intérieur, j'ai un fluide ici. Et du coup, c'est pas au plus on poussera, c'est-à-dire que la force que je dois exercer pour faire sortir le fluide, ça va être pression, la pression qu'il y a ici à l'intérieur, fois la surface ici. La surface. Oui. Voilà. Et ça, en fait, on peut s'en rendre compte facilement. Par exemple, si je vous donne ce feutre et un marteau et que je vous demande de l'enfoncer dans une table en bois, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous prenez un clou qui a une surface de contact beaucoup plus petite, vous allez réussir à facilement l'enfoncer parce que justement, vu que la pointe est très fine,
la force que vous mettez, elle va exercer une pression beaucoup plus importante. La pression à la tête du clou, elle est énorme. L'autre exemple, c'est aussi si quelqu'un vous marche sur le pied en basket, ça fait pas très mal. Bon, ça dépend de la personne et comment elle marche sur votre pied, mais c'est acceptable. Si maintenant il y a en général, bon, c'est une fille qui va vous marcher dessus avec un talon aiguille, là, ça peut vous transpercer le pied. Voilà. Ah oui, ça peut aller très vite, hein. Parce que les talons aiguilles, ils peuvent être très fins et du coup, suivant avec même très peu de force, elle peut faire des dégâts. Alors bon, ça pareil, on la mettra en application dans des exercices, il n'y a pas de problème. Et du coup, la dernière loi qu'il y a dans ce chapitre, c'est la loi de Mariotte. Alors on a eu trois lois. On a eu la loi fondamentale qui reliait la différence de pression à la différence de profondeur. On a vu ensuite la loi qui reliait la force et la pression à travers la surface. Et là, c'est la dernière, c'est la loi de Mariotte. Alors la loi de Mariotte, ça va être dans les gaz, c'est-à-dire que quand on réduit le volume d'un gaz, la pression augmente. Ça, vous l'avez tous déjà fait, hein. Vous prenez, si je reprends l'exemple de la seringue, vous prenez une seringue, vous bouchez, ben, vous sentez très bien que la pression augmente. Ben, la loi de Mariotte, c'est ça, c'est que pression fois volume est égal à constante. Donc quand vous avez un gaz donné, si vous augmentez la pression, c'est que le volume diminue. Oui. C'est le physicien qui a développé, qui a trouvé cette loi. Oui. Oui. Alors la loi complète, c'est Boyle-Mariotte, ça implique aussi la quantité de matière dont tu as parlé, mais là du coup ça a été retiré, et c'est relié aussi à la température. Mais là on va se contenter de pression et volume égale constante. Donc du coup, si vous divisez par 10 le volume d'un gaz, ça veut dire que sa pression va être multipliée par 10, parce que ça doit être égal à une constante. Donc ça, on va le faire simple. C'est, disons que, on va faire un petit exemple rapide. Tac. Je vais juste passer là, voilà. Alors, si je prends un petit exemple, disons qu'au départ, j'ai une pression de 10, P1 est égal à 10, et que j'ai volume qui est égal à 7. Donc là, au début, j'ai P1 fois V1. C'est parce que va y avoir un P2 et un V2. Non, mais je m'en fiche, c'est une notation. Oui, c'est juste parce que va y avoir P2 et V2 après. Ah non, c'est pression fois volume. Après, en général, quand je mets des indices comme ça ne veut rien dire vis-à-vis de la valeur ou quoi. C'est juste pour donner un nom différent. Donc là, dans mon cas, P1 fois V1, c'est égal à 7 fois 10, 70. Donc là, 70, c'est ma constante. Donc quoi qu'il se passe, P fois V doit être égal à 70. Donc maintenant, disons que je dis, mon volume, V2, je le divise par 7, je dis que c'est égal à 1. Donc là, je vais avoir V2 qui est égal à 1, et je dois trouver P2, P2 fois 1, qui est égal à 70. Du coup, P2 est égal à 70. Voilà. Donc maintenant, si au lieu d'avoir mis 1, j'avais mis 2 par exemple. Ouais, j'ai entendu. 35. Donc là, en effet, V2, ça serait 2. 35. Voilà. Donc quand vous utilisez cette loi, ce qu'il faut déterminer en premier, c'est votre constante en général. Une fois que vous avez déterminé la constante, il y en a un des deux qu'on vous donne et l'autre à trouver. Oui. Si t'as P1 et V1, t'as la constante en fait.
Alors c'est pas toujours la même constante, hein. Et en fait, c'est ce que je disais à un moment, c'est que là, la difficulté des exercices, ça va pas être tant de faire les calculs, parce que bon, les calculs, c'est assez simple, mais ça va être de trouver justement les valeurs de P1, V1, etc. Parce qu'ils peuvent être cachés. Peut-être pas à cette séance parce que c'était un peu compliqué, mais une autre séance, on fera un exercice justement où il y avait très peu d'informations, que ça soit sur la pression, c'était pour utiliser la loi fondamentale avec ρ, G, etc. En gros, on nous disait juste, on est dans un lac d'eau douce, donc sur Terre, hein, et on veut calculer la différence de pression entre la surface et le fond. Et on n'avait que ça comme information. Donc on avait la hauteur, la surface, c'est à quelle hauteur la surface? 0. Et le fond, on nous le donnait. Mais sauf qu'on nous donnait pas, par exemple, ni la masse volumique, ni la constante de gravitation, enfin l'accélération de pesanteur. C'était à vous de vous dire, ah ben on est dans de l'eau douce, donc la masse volumique c'est 1000. Ah, on est sur Terre, donc l'accélération de pesanteur c'est 9,81. À la surface, la pression, c'est la pression atmosphérique. Et du coup, voilà, c'est plus ce genre de raisonnement qui va vous être demandé. Parce que bon, faire ça, bon, voilà. Bon, là, voilà, on a passé en revue toutes les formules et tout le cours en fait. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt passer sur des exercices, des activités. Du coup, avant qu'on passe sur les exercices et activités, est-ce qu'il y en a qui veulent que je revienne sur un des points, des formules? Donc là, si je reviens sur les trois formules que vous allez utiliser ici, vous avez P fois V égale constante, vous avez force égale pression fois surface, et la dernière qui sera toujours donnée, c'est P2 moins P1 est égal à ρ G Z1 moins Z2. Celle-là alors, c'est que alors là, c'est juste que la force. Alors le mieux, je trouve, c'est de dire que pression est égale à force divisée par surface. Alors on peut les écrire dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que la pression, si tu as une force constante, c'est-à-dire toi, disons qu'avec ta force, tu essayes d'enfoncer le stylo, plus la surface est petite, plus la pression que tu vas pouvoir mettre sera grande. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant d'enfoncer un clou au marteau que un stylo. Parce que la surface que tu as au bout, elle est beaucoup plus petite sur un clou que sur ce stylo. Mais voilà, ça après ça va être pareil, c'est de l'application. Et l'idéal, ça sera juste ce qu'il faudra, ce sera trouver les différents termes et bien analyser ce que vous devez trouver. Bon, c'était vrai aussi dans le chapitre précédent. En l'occurrence là, cette formule, je le répète, elle n'est absolument pas à connaître, hein. Vous devez juste savoir l'utiliser. Les deux autres, par contre, il faut que vous les connaissiez. Bon, elles sont pas très dures à connaître. De quoi? Les unités, oui. Alors, si je reviens sur les unités, pression, c'est en pascal. Alors, ça s'accorde pas comme les mots en al, ça prend un S. La surface, c'est quoi? C'est mesurer comment une surface en physique? Mètre carré, oui. Mètre carré. Le volume, du coup, c'est en mètre cube. Mètre cube. Tac, 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 pression c'est fait. Rho, c'est en kilogrammes par mètre cube. G, alors G, moi je te mets toujours en mètres secondes moins 2. Hein. Mais vous en avez d'autres, vous avez Newton par kilo. Bon. Oui. Pardon? De quoi? Ah non, ça dépendra justement de comment sont tes cotes. C'est-à-dire que si tu mets Z2 ici,
bah, ta différence de pression va être négative parce que tu remontes. Voilà. Ça dépendra vraiment de comment tu orientes ton axe et comment sont tes valeurs. Si tu es comme ça, ta différence de pression elle va être négative parce que ta pression diminue quand tu montes. Par contre, si on met Z en haut, ben ça sera positif. Donc là, ce à quoi il faudra faire attention, c'est vraiment ça. C'est bien se poser et bien dire P2, c'est la pression à telle. Parce que là, justement, ce à quoi il faut faire gaffe, c'est que c'est inversé. Ici, c'est Z1 moins Z2, et là, c'est P2 moins P1. Voilà. Du coup, avant qu'on passe sur des exercices, vous pouvez prendre 5 minutes de pause. Oui. Oui, allez-y, prenez 5 minutes de pause. Ok.